Alors, propriété getSet calculée. Alors d'abord, on va faire un rappel de ce qu'est un getter jumelé à un setter. Donc typiquement en Java, mais rarement en C#, on utilise un couple getter plus setter pour accéder à un champ privé. Par exemple, ici, dans un cas d'un animal, on pourrait avoir un champ nom qui, par défaut, vaut inconnu. Et on pourrait avoir des propriétés, on pourrait avoir, un getter, getNom qui permet d'aller chercher le nom de l'animal, et setNom qui permet de modifier le nom de l'animal. Par exemple, on se crée ici un nouvel animal, on fait un getNom.dump avant, donc avant l'animal est inconnu. Après ça, on fait un setNom lion, et ensuite un getNom.dump, et on voit qu'après, le nom est rendu lion. On a vu aussi ce que c'était qu'une propriété getSet. Donc, le code précédent, qui est un genre de Java, mais qui est codé en C# dans notre cas, mais ça, si vous prenez, vous mettez en Java, ça fait la même chose. Donc, on aurait pu le coder en C# grâce à une propriété getSet, comme ceci, donc public string nom, getSet égale animal. Et on aurait pu faire un dump ici avant, le nom c'est animal, et après, le nom c'est lion. En fait, je regardais ça. Bon, ici, j'ai mis inconnu. Ici, j'ai mis animal. Donc, c'est pas exactement pareil. Là. Il y a une petite différence. Mais bon, enfin, c'est ça. Il faudrait peut-être que je fasse le correctif. Là. Ici, on montre que... Attendez un peu. Là. Ouais, c'est ça. Ici, on fait un peu la même chose qu'avant, mais on reprend notre modèle avec un getter et un setter, sauf que dans notre setter, on va ajouter une validation. Donc, on a toujours notre animal ici qui est inconnu par défaut. Et on a getNom qui retourne le nom. Et on a setNom avec le nom ici. Et on fait une validation du nom avant de modifier le nom de l'animal. Donc, on regarde si le nom est nul or white space. Donc, est-ce que c'est nul ou blanc? Si le nom est nul ou blanc, alors on lève un argument exception. Sinon, ben, le nom devient le nouveau nom de notre animal. Okay. Donc, le setter de style Java a quand même un avantage que ne possède pas la simple propriété getSet en C#. Il permet d'effectuer une validation de l'argument avant de modifier le champ correspondant, comme on le fait ici. Donc, on valide le nom avant de modifier le nom de notre animal. Donc ici, on a un exemple où est-ce qu'on modifie le nom pour lion, après ça, on dump, on voit qu'on a un lion, et après ça, on essaie de faire un setNom nul pour mettre son nom à nul, et ça ne marche pas. Ça nous lève une exception. Ce qui nous amène à la notion très importante de propriété getSet calculée. Donc, c'est le code équivalent au getter, au couple getter-setter qu'on a vu précédemment, qui permet de faire une validation. Donc, on a toujours notre nom ici inconnu. On a public string nom, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse. Ici, on a la partie get de notre propriété. Donc, quand on veut accéder au nom, ben get, ça retourne le nom ici, le nom du champ correspondant. Et quand on veut modifier le nom, on invoque ici le setter, ou la partie set de la propriété. Donc, c'est une propriété getSet. Donc, on invoque la partie set de la propriété. Et cette partie set-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie si la valeur qu'on a affectée à la propriété, si elle est nulle ou blanche. Si elle est nulle ou blanche, on invoque notre exception. Sinon, c'est-à-dire on lève l'exception. Sinon, ici, on prend la valeur qu'on a reçue et on l'affecte au nom. Donc, en C#, on peut obtenir un résultat similaire à la diapo précédente, et même meilleur d'une certaine façon, en utilisant une propriété getSet calculée. Donc, on a ici toujours notre animal, dont le nom est un lion, et finalement, ici, on a une erreur, boum, avec une exception. On peut maintenant faire l'anatomie d'une propriété getSet calculée. Donc, une propriété
getSet calculé comprend deux parties. Une partie get, ici, qui est généralement assez simple, et une partie set qui est généralement un peu plus complexe. Parce qu'elle va effectuer des validations. Donc, une propriété getSet comme ça, ici, qui a un nom, et disons qu'elle est... Ce nom-là, ça c'est le nom de la propriété, mais vous avez ici un champ qui possède le même nom, mais avec une minuscule. Ça, ce champ-là, c'est un champ sous-jacent privé à la propriété nom. Donc, ça, c'est une propriété qui permet de protéger ou d'encapsuler le champ ici qui contient la donnée puis qui, lui, est privé. Donc, le champ ici, on va dire qu'il est gardé par la propriété. Il est protégé par la propriété. Il est gardé par la propriété. Et on a ici la partie get qui peut être multiligne si on veut, mais qui est rarement nécessaire. On a toujours la partie get, on a vu qu'on pouvait l'écrire de deux façons. La façon, disons, dans ce cas-là, comme étant un one-liner ou un multiliner, si on a besoin de le faire. Et ici, on voit que le mot-clé value, est très important dans une partie set parce qu'il représente la valeur reçue par la propriété. Alors, pourquoi on utilise le mot value? Ben, le mot value est nécessaire parce qu'il représente l'argument implicitement reçu par la propriété set calculé. Donc, contrairement au setter de style Java, la propriété set calculé ne possède pas d'argument explicite. Donc, le value, c'est l'équivalent de quand vous avez un setter, le nom que vous recevez pour votre set nom. Donc, le set nom, vous avez un nom ici, ça fait que vous validez, puis après ça, vous mettez le nom dans le champ correspondant. Ici, c'est une valeur qu'on reçoit, value. On l'appelle toujours value dans le setter. C'est la valeur que notre getter, notre setter reçoit et que cette valeur-là, après ça, va être mise dans notre champ correspondant. Alors, on introduit maintenant la notion de champ gardé et de propriété de garde. Donc, une propriété getSet calculée typique est en quelque sorte un garde du corps, si vous voulez, pour le champ privé sous-jacent qu'il faut protéger au maximum. Pour cette raison, on va dire qu'il s'agit d'une propriété de garde. Donc, ça, c'est le champ gardé, le nom. Ça, c'est la propriété de garde, c'est la propriété qui est chargée de protéger ce champ-là. Faire en sorte qu'on peut aller chercher sa valeur et que si on veut modifier sa valeur, on va vérifier si on peut effectivement faire la modification pour le nouveau nom qu'on veut attribuer dans ce cas-là. Donc, une propriété de garde possède aussi l'avantage de pouvoir être utilisée dans une séquence d'initialisation et de permettre ainsi la validation du champ correspondant au moment de la création de l'objet. Par exemple, ici, on voit qu'on a une propriété de garde et si on crée un nouvel animal nom égale lion, ça marche évidemment. Mais ici, on essaie de créer un nouvel animal avec un nom égal rien, chaîne vide. Bien là, on va avoir une exception parce que ici, quand on va faire animal, ici, qu'on va mettre le nom égal chaîne vide, on va invoquer ici le setter automatiquement et on va voir is there a white space va être vrai et il y a une exception qui va être levée. Donc, vous pouvez maintenant compléter la classe suivante. Donc, on a ici une nouvelle tirelire qu'on crée avec un montant de 100. Ça fonctionne. Et on crée une nouvelle tirelire avec un montant de moins 5, cette fois-là, et ça ne fonctionne pas. Donc, on va avoir ici une exception de style Argument Out of Range Exception. On voit ici que le montant est de 100 $. Donc, vous faites le code ici, et vous faites votre saisie ici. Donc, on peut aussi utiliser la propriété de garde dans le constructeur de manière avantageuse. Donc, par exemple, ici, on a un public animal string nom quand on veut construire un nouvel animal. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on n'a pas besoin de valider, encore une fois, que le nom est null or white space. Nul ou blanc. On n'a pas besoin de valider ça. Pourquoi? Parce que le setter le fait déjà, la validation pour nous. Ça fait qu'ici, le setter ou la propriété set, si vous voulez. Donc ici, si je fais 10.nom égale nom, dans le constructeur, je vais automatiquement appeler ici ma propriété set pour mon nom.
Si je fais 10.non, remarquez que j'ai fait 10.non avec le N majuscule. C'est pas la même chose que le N minuscule. Si je fais 10.non avec le N minuscule, je bypass ma protection. Mais si je fais 10.non avec le N majuscule, là, je ne bypasse pas ma protection. Ce qui est très intéressant. Donc, la validation va se faire automatiquement ici dans le set, la partie 7 de la propriété. Okay? Donc, on n'a pas besoin de valider partout. On valide dans le setter, dans la partie 7 de la propriété, et automatiquement, ça va être transférable dans le constructeur. Ou ailleurs, si on a besoin. Donc, vous pouvez maintenant définir une classe cercle. Donc, on crée un cercle avec un rayon de 20. Après ça, on affiche on dit que le rayon est égal à 10 et on fait un dump. Ici, on fait un premier dump avec un cercle de rayon 20 et à ce moment-là, sa circonférence est la suivante. Ensuite de ça, on modifie le rayon pour 10 et on modifie la circonférence. À ce moment-là, la circonférence automatiquement est ajustée, c'est-à-dire. Donc, vous complétez le code, vous utilisez une validation indirecte dans le constructeur et petit rappel de géométrie, la circonférence d'un cercle est égale à 2 fois pi fois r, le rayon. Vous faites votre saisie. Ce qui nous amène maintenant à parler de la notion de propriété simulacre. Donc, une propriété simulacre, c'est une propriété qui est calculée get-set, mais qui ne possède pas de champ sous-jacent direct. Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de champ gardé associé à une propriété simulacre, contrairement à une propriété de garde. Donc, une telle propriété nous permettrait, par exemple, de créer des carrés en spécifiant soit la taille d'un côté ou alors son périmètre. Donc, on a ici private double côté et on a une propriété de garde ici pour aller, disons, modifier ou chercher le côté. Donc, la propriété côté avec un get et un set qui fait une validation. Donc, ça, c'est une propriété de garde pour un champ gardé. Mais on a une propriété simulacre ici qu'on appelle périmètre. Donc, le périmètre, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait un get, on va retourner 4 fois le côté, parce que le périmètre, c'est 4 fois la longueur du côté. Et si on fait un set, ben, le set, ça va être si on dit que le périmètre de mon carré, c'est 100, ben, ses côtés, ça va être 100 divisé par 4, ça va être 25. Okay? Donc, on peut, disons, modifier le périmètre. On peut modifier le périmètre de notre carré en modifiant indirectement son côté en fonction du périmètre. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on dit ici que c'est une propriété simulacre. Donc, ici, par exemple, on se crée un nouveau carré et on dit qu'on crée un nouveau carré avec un côté de 10. Et ensuite de ça, on crée ici un nouveau carré avec un périmètre de 100. Donc, quand on crée un carré avec un périmètre de 100, côté de 10, on voit que son périmètre c'est 40. Et ici, côté de 25, on voit que son périmètre c'est 100. Donc, une propriété simulacre, on peut s'en servir pour modifier notre objet, mais même si la propriété n'existe pas réellement. Est-ce que le périmètre est stocké quelque part dans mon carré? Non. Donc, mon périmètre existe de manière virtuelle dans mon carré. C'est le côté qui est stocké comme donnée dans le carré, mais le périmètre existe d'une certaine façon lui aussi. Donc, en guise d'exercice, vous allez coder un thermomètre ici. Donc, le thermomètre, vous allez coder l'intérieur. Donc, vous allez devoir compléter le code en utilisant une propriété de garde et une propriété simulacre. À titre d'information, donc le zéro absolu, c'est moins 273,15 degrés Celsius. Ça veut dire quoi, zéro absolu? Ça veut dire qu'il n'existe aucune température en bas de cette température-là. Donc, si on essaie de créer un thermomètre qui affiche, par exemple, moins 3000 degrés, ça ne se peut pas. Donc, vu que ça ne se peut pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire exception. Vous avez ici des formules de conversion pour convertir du Fahrenheit au Celsius ou du Celsius au Fahrenheit. Okay. Donc, on peut créer des thermomètres maintenant, new thermomètre. On peut créer un nouveau thermomètre en lui affectant une température en Celsius ou alors en Fahrenheit. Mais ce qui est important de savoir ici, c'est qu'il y a juste une donnée qui est stockée dans le thermomètre. Donc, juste une température, soit Celsius, soit Fahrenheit. Vous décidez. Donc ici, peu importe qu'on crée le thermomètre avec du Fahrenheit ou du Celsius, l'autre température va s'afficher de manière correspondante. Donc 0, 32, 100, 212, moins 40, par exemple.
Voilà, vous pouvez faire maintenant votre saisie. En terminant, il existe aussi ce qu'on appelle, au lieu d'être des propriétés getSet, c'est des propriétés getInit qui existent seulement depuis C# 9. Donc, ça permet de créer une propriété qu'on peut initialiser grâce à son setter, en guillemets, ou sa propriété init, mais qu'on ne peut plus modifier une fois l'initialisation terminée. Par exemple, ici, on a un animal avec une propriété string nom, 10.nom, et on a ici la partie set qui a été qui a été changée pour init, pour dire que ça, on peut juste appeler ça à l'initialisation de notre objet. Et on a transformé le champ ici en read-only. Pourquoi? Parce qu'un champ qu'on ne modifie pas pour le reste de la durée de l'existence de l'objet, on est aussi bien de le mettre en read-only. Donc, on crée un nouvel animal de type avec un nom qui est égal à lion. On fait un dump, et après ça, on essaie de modifier son nom pour chacal. Et là, on a une erreur. Ça ne marche pas. Donc, une propriété getSet calculée sert typiquement de garde du corps pour un champ privé sous-jacent. On parle alors d'une propriété de garde. Ces propriétés sont généralement validantes pour le volet set avec déclenchement d'exception en cas de problème détecté. S'il n'y a pas de validation, alors aussi bien utiliser une propriété non calculée. On peut aussi utiliser une propriété getSet calculée pour créer ce qu'on appelle des propriétés simulacres. Une telle propriété simule la présence de données sous-jacentes sans que les sous-jacents existent réellement. La propriété simulacre est plutôt définie en fonction d'une autre propriété, généralement de garde, par des calculs de conversion de envers l'une et l'autre. Donc ici, on a la protection des données. On a mis à jour notre tableau pour intégrer les nouvelles informations, les nouveaux types de propriétés qu'on a vus. Donc on a d'une part le plus, disons, ouvert, qui est un champ public, qui est à éviter, sauf pour des données constantes ou quasi constantes de type static read-only. Après ça, on a vu les propriétés getSet. Donc, les données sont lisibles et mutables à partir de l'extérieur. Là, on ne parle pas de propriétés calculées getSet. OK, juste de propriétés getSet. Donc, petit problème, c'est sûr qu'on vérifie. Ça ne permet pas une validation au moment de la création ni même de la modification. Propriété getInit, c'est un peu comme getSet, mais on ne peut pas modifier le champ une fois qu'il a été initialisé. Après ça, on a des propriétés de garde getSet. Là, la donnée, on veut que la donnée soit lisible et mutable de l'extérieur, mais il y a une contrainte à faire respecter pour ce qui est de la modification. Ensuite, on a vu les propriétés de garde de type getInit, cette fois-là, avec un champ privé read-only. Donc, cette fois-là, c'est comme getSet, sauf qu'on peut juste initialiser notre champ et qu'on peut valider la valeur en question. De manière plus privée, on a les propriétés getProtectedSet et les propriétés getPrivateSet. Finalement, on a le champ privé, lui, qui est à l'abri de tout soupçon, mais qu'on ne peut pas accéder de quelque manière que ce soit. En conclusion, pour ce qui est des propriétés, on a vu qu'il existe deux types de propriétés. Les propriétés automatiques non calculées, celles-là on les a vues avant. Donc la documentation officielle du langage C# ne parle pas de propriétés non calculées. Ils vont dire des auto-propriétés ou alors des propriétés automatiques ou encore des propriétés auto-implémentées. Donc, moi personnellement, je préfère automatique ou non calculé. Et ici, des propriétés calculées. Dans les propriétés calculées, on a vu qu'il y avait des get, qu'il y avait des getSet, puis il y avait des getInit. Bon, il y en a d'autres aussi à travers tout ça, mais disons que les principaux qu'on peut rencontrer, c'est ces trois-là. Parmi les propriétés calculées getSet, on a des propriétés de garde et des propriétés simulacres. Pour ce qui est maintenant des données globalement, donc les données sont divisées en deux groupes, les champs et les propriétés. Pour ce qui est des champs, on a des champs standards ou alors des champs read-only. Pour ce qui est des propriétés, on a des propriétés avec des données réelles et des propriétés basées sur des données virtuelles. Donc les données réelles, on a les propriétés automatiques et on a les propriétés de garde avec un champ sous-jacent. Pour ce qui est des données virtuelles, on a des propriétés calculées, get, et on a des propriétés simulacres. Donc il n'y a aucune donnée qui est stockée dans l'objet, dans le cas ici des données virtuelles.
Donc ici, vous avez en résumé qu'est-ce qu'on a vu précédemment, donc pour ce qui est des propriétés calculées, des propriétés GetSet calculées, et pour ce qui est de la protection des données. Donc, pour ce qui est de l'évaluation, vous avez tout simplement à évaluer ici propriété get calculée, propriété GetSet calculée, vous mettez le total sur 10, vous remettez le PowerPoint avec un commentaire PowerPoint non zippé s'il vous plaît. Et voilà.